Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des paluches et des bouquins. Alors aujourd'hui, on reçoit de nouveau un invité spécial puisqu'il s'agit de Youssef Indy. Je suis certain que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, mais je vais vous dire un petit peu qui il est. Youssef est un historien géopolitologue spécialisé dans la géopolitique des blocs et des religions. Il a écrit de nombreux ouvrages, notamment chez Contre-Culture et Sigest. Bonjour à toi, Youssef. Sois le bienvenu sur la chaîne et merci d'avoir accepté cette modeste invitation. Bonjour à toi et merci pour l'invitation. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, on va parler de ton nouveau livre, notamment. Ensuite, on va parler de tes autres ouvrages, de tes projets. Et puis, comme le propos et le livre sur la chaîne, je te demanderai à la fin quels sont tes trois livres, qui, soit des livres de chevet ou soit des livres qui ont pu t'influencer au cours de ta vie. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet puisque on est en plein dans ton actualité qui est L'autre Zemmour qui est sorti aux éditions Contre-Culture et qui ont été préfacés par Alain Soral. Donc, ce n'est pas rien, c'est une belle préface. Donc, je l'ai terminé il y a quelques jours. Je suis ravi que tu aies écrit ce livre et puis qu'il soit paru aux éditions Contre-Culture. Alors, il y a quand même une genèse du livre. Ça ne s'est pas fait comme ça. Tu ne l'as pas écrit pour Contre-Culture à la base. Peux-tu nous parler un petit peu de comment ça s'est fait, tout ça? Oui, alors je l'ai raconté, enfin je le raconte dans le début du livre. J'en ai parlé notamment lors de certaines vidéos Tu peux parler un petit réalisées. peu plus fort? Oui, j'en ai parlé lors de certaines vidéos réalisées dans le cadre de la promotion de la version courte du livre, parce que j'ai fait circuler une version courte et gratuite il y a quelques mois, à partir du mois de septembre, qui En a PDF? bien circulé, qui a été téléchargé par des dizaines de milliers de personnes, entre 50 000 et 100 000 personnes, C'est énorme. ce qui explique le très bon démarrage aussi de la version papier qui vient de sortir, qui est sortie le 2 février. Et alors, pour la petite histoire, effectivement, ce livre était destiné à une autre maison d'édition, une maison d'édition parisienne que je ne nommerai pas, mais une maison d'édition appartenant à un groupe assez important qui était intéressé par le livre, l'idée du livre. Donc c'était initialement une commande, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais moi personnellement, je n'avais pas l'intention d'écrire tout un livre autour d'Éric Zemmour. Je dis bien autour d'Éric Zemmour, hein. Ce n'est pas une biographie d'Éric Zemmour, c'est vraiment un livre politique, sociopolitique, je dirais un essai sociopolitique traitant de la galaxie idéologique et économico-financière qui porte Éric Zemmour. Parce il n'est que l'arbre qui cache la forêt. Et donc, cet ouvrage avait été donc, lu par les éditeurs. Ils étaient assez enthousiastes, notamment C'était parce sous que le livre. pseudonyme, je crois, hein. Non, non, c'est la version courte gratuite qui a circulé sous pseudonyme, D'accord. mais pas le livre initialement qui devait être publié de toute façon sous mon nom. Ils étaient assez enthousiastes, notamment parce que le livre est assez bétonné de sources. Oui, en effet. Il est inattaquable sur le plan juridique. Je précise que tous tes livres sont comme ça, hein, d'ailleurs. Oui, j'y tiens, c'est vraiment. Je suis un empiriste, voilà. Je fais un travail empirique, je pars de la réalité, des faits, et à partir de cela, j'écris ou j'élabore une théorie. Donc, pour en revenir à la maison d'édition, ils étaient intéressés, mais j'ai appris par la suite que Éric Zemmour a eu vent de l'existence de ce manuscrit, qu'il a demandé à l'avoir entre les mains. Est-ce qu'il l'a eu entre les mains? J'en suis sûr à 100%, puisque j'ai eu par la suite confirmation que une personne proche d'Éric Zemmour avait bien eu le, le manuscrit et que cette personne-là, proche d'Éric Zemmour, qui faisait le lien entre la maison d'édition et lui, avait demandé explicitement à la maison d'édition de ne pas publier le livre. Voilà, je l'ai su par la suite, hein.
D'ailleurs, je l'ai su après avoir écrit le livre. Voilà. Peut-être que j'en parlerai plus tard, on verra. En tout cas, j'en ai la preuve. Hein, voilà, j'en ai la preuve. Et donc, par la suite, un mois plus tard, j'ai reçu un mail de l'éditeur me disant qu'il n'était pas la bonne maison d'édition pour publier cet ouvrage. Voilà. Donc, la conclusion, c'est que soit il y a eu négociation, soit il y a eu pression, mais il s'est passé quelque chose. Voilà. Il s'est pas eu passé quelque chose, certainement des tractations ou autre. Bref, et ils ont renoncé à la publication de l'ouvrage. Et donc, j'ai eu l'idée d'en faire une version courte et gratuite pour la diffuser. Je l'ai diffusée sous pseudo pour ne pas c'était comme un test. C'était pour ne pas effrayer les milieux de gauche qui auraient été susceptibles de le relayer ou de s'en inspirer. Voilà. Et le test était intéressant parce que ça confirme une des thèses de mon livre, c'est que et la gauche et la droite protègent Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'ils l'attaquent, mais dans une arène, vous voyez, avec des limites bien définies. Et mon travail, comment dire, sort de ces limites. Voilà. Et c'est pour ça que toute la gauche, de Bruno Gassiot à Jean-Luc Mélenchon, en passant par Mediapart, Aude Lancelin, etc., ont tous boycotté le livre, pas un mot, alors qu'ils sont censés être des adversaires idéologiques d'Éric Zemmour. Donc ça m'a permis aussi de vérifier cela, voilà, de vérifier cette espèce de connivence gauche-droite dans ce théâtre médiatique. Voilà. Tu as eu des échanges avec Éric Zemmour, du coup, Oui, sur le propos? j'en ai eu pas mal. Oui, j'ai eu pas mal d'échanges avec lui, oui, Qu'est-ce qu'il entre pense nous. du livre de... Alors, lui, il affirme qu'il ne l'a pas lu. Voilà. Donc, maintenant qu'il est sorti en version papier, peut-être qu'il me donnera son avis sur le contenu. Mais en général, comme à son habitude, quand il est attaqué frontalement, il botte en touche, il passe à un autre sujet. Il ne répond en fait jamais véritablement aux arguments. Voilà. Donc ça n'apparaît pas effectivement quand il passe à la télévision, parce qu'encore une fois, c'est un spectacle et on lui amène des adversaires qui ne le mettent pas en danger, qui ne peuvent pas le mettre en danger. Et du coup, il apparaît comme quelqu'un de frontal, direct, qui n'a pas froid aux yeux. Mais je peux vous garantir que lorsqu'on lui apporte des arguments, des faits, là, il bat en retraite, il esquive, il ne va pas au feu. Voilà. Donc, oui, j'ai eu pas mal d'échanges avec lui, mais dans le fond, c'est pas très intéressant. Ce qui est plutôt intéressant, c'est son attitude quand il est face à un véritable contradicteur. Et c'est une attitude qui, comme je l'ai dit, hein, est à l'opposé de celle qu'il affiche à la télévision. C'est quelqu'un en fait qui fuit, qui évite le conflit quand ça peut le mettre en danger intellectuellement. Et c'est pour ça d'ailleurs, même quand je lui ai proposé un débat, parce que certains me disent oui, pourquoi vous ne débattez pas avec lui, mais ça ne dépend pas de moi. Moi, je suis prêt à débattre avec n'importe qui, mais il m'a répondu que la chaîne n'accepterait pas. Bon, alors ça, c'est une façon de se cacher dans les jupes de CNews, à quoi je lui ai répondu, rien ne vous empêche de sortir de votre zone de confort et de débattre avec moi ou avec d'autres en dehors des plateaux de télévision, sans maquillage et sans trucage. Voilà, ce à quoi il ne répond pas. Fort dommage, on l'appelle, hein, qu'il veuille bien accepter ce débat. Alors, bon, Zemmour, on le connaît tous à travers justement le Mm. côté spectacle. Mais qui est-il donc, on va dire, en réalité et pour qui travaille-t-il?
Donc, certainement pour des tiers, non pas pour lui-même, et on va dire quels sont ses objectifs, du coup. Alors, lui, on ne sait pas s'il a des objectifs propres, parce que si vous voyez son évolution, si vous observez son évolution des années 2000 jusqu'à 2020, il n'a pas toujours tenu le même discours et n'a pas toujours eu les mêmes chevaux de bataille. Dans les années 2000, il avait un discours qui était plutôt social, protectionniste, souverainiste. Donc, il parlait beaucoup des délocalisations, de la désindustrialisation, de l'immigration de masse, du dumping social. Et c'était un discours qui était, disons, assez bon sur le fond comme sur la forme. Il reprenait d'ailleurs les thèses d'Alain Soral sur le féminisme, mais pas seulement d'Alain Soral. En réalité, si on écoute Éric Zemmour, on se rend compte qu'il emprunte des idées à gauche, à droite, à Jean-Claude Michéa, à Marcel Gauchet, à Emmanuel Todd, sans toujours les citer. Mais à partir des années 2010, là, il y a eu un tournant. Il a continué à parler d'immigration, mais il a commencé à parler d'islam, à proprement parler. Et d'islam, de guerre civile. Et en fait, on ne peut pas comprendre cela sans avoir un arrière-fond idéologique et géopolitique. C'est-à-dire, j'explique dans mon livre qu'à partir des années 2000, il y a des réseaux néoconservateurs, pro-israéliens, ayant des ramifications allant des États-Unis jusqu'en Europe de l'Est, et qui, après s'être fortement implantés aux États-Unis et ayant poussé les États-Unis d'ailleurs dans des guerres successives au Proche-Orient, ont commencé à s'implanter, notamment à partir de l'époque Sarkozy, en France et dans le reste de l'Europe. Et ils ont importé ce discours de choc des civilisations, dont j'ai retracé les origines dans mon premier ouvrage. Donc assez néoconservateur, du coup. Oui, c'est ce qu'on appelle ça néoconservateur, mais comme l'explique Stephen Walt et John Mearsheimer, les deux universitaires américains dans leur livre Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine, le néoconservatisme, c'est le judaïsme. En fait, le cœur du néoconservatisme est constitué de juifs américains anciennement trotskistes, d'ailleurs. Ils sont passés de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et donc, il y a eu ce travail de fond, de réseau fait en Grande-Bretagne, en France, en Belgique, en Hollande, à l'Union européenne, et qui explique en fait la montée en puissance d'Éric Zemmour dans les années 2010 et qui explique le tournant qu'a pris son discours dans cette période-là. Donc en fait, il n'a pas d'objectif propre. Éric Zemmour, c'est un salarié qui travaille pour qui le paye et qui accomplit les missions qu'on lui assigne. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi il parle tant d'islam alors que c'est une religion, j'ai pu le vérifier, qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais étudiée. Et on ne peut pas dire que ce soit un islamologue, donc quelqu'un qui aurait étudié pendant des années une religion et qui en parlerait à la télévision, ça pourrait se comprendre. Mais en réalité, ce n'est pas par intérêt intellectuel ou parce qu'il serait un spécialiste de la question, mais simplement parce que il est le héros d'une idéologie néoconservatrice. Donc il est en fait un propagandiste. Maintenant, qu'est-ce qu'il paye? C'est un secret pour personne. Depuis 1996, il est salarié du Figaro qui appartient à la famille Dassault. Donc Serge Dassault qui est mort récemment d'ailleurs, proche de Nicolas Sarkozy et des milieux néoconservateurs. Et il travaille maintenant à CNews. Et avant, il était à iTélé, donc groupe qui appartient à Vincent Bolloré. Alors je laisse le soin au lecteur de découvrir le pédigré de Vincent Bolloré. Une généalogie Bolloré aussi. C'est une généalogie très intéressante. Henri Coston en parlait, je crois, déjà dans la généalogie justement des Bolloré à l'intérieur de son dictionnaire des dynasties bourgeoises. Je ne sais pas si tu connais.
Je connais Henri Coston, je l'ai jamais lu, mais je connais un peu de loin. Et Emmanuel Ratier est son héritier, donc C'est ça. je suis pas du tout étonné. Je suis pas du tout étonné, mais c'est des informations qu'on peut trouver assez facilement Oui, oui, maintenant. oui. Il suffit de chercher. Donc à la tête de CNews et du groupe Canal+, donc Bolloré est actionnaire majoritaire, mais à la tête de CNews et du groupe Canal+, on a Serge Nedjar et Maxime Saada. Nedjar à la tête de CNews, Saada à la tête du groupe Canal+. Donc c'est très marqué sur le plan idéologique et sur le plan communautaire. En fait, les patrons d'Éric Zemmour, donc, il a été viré d'RTL et il travaillait aussi à France O. Bon, maintenant, si on énumère ces différents patrons, Dassault, Saada, Nedjar, Bolloré, on a en fait la concentration d'une partie de l'oligarchie judéo-française. Dassault Voilà. était maranisé, si on peut appeler ça comme ça, il me semble. En fait, le père de Serge Dassault s'était converti au catholicisme, honnêtement ou pas, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il était sincère, mais Serge Dassault, lui, je crois, est revenu au judaïsme. Donc ça a été une conversion temporaire. C'est un peu comme quand on dit que la famille Fabius est catholique, quoi. Oui, c'est comme Michel David Veil, ancien patron de la Banque Lazare et compagnie. C'est Voilà. pareil, ils se sont tous convertis, mais en fait, on a toujours Voilà, donc les Stern pour et ce qui est compagnie. pour ce qui est des patrons et des objectifs d'Éric Zemmour, voilà ce que j'ai à dire, mais encore une fois, c'est détaillé dans l'ouvrage. Mais faut que les gens comprennent qu'il n'est pas maître de son agenda. Voilà. J'avais une question sur. On voit toute la droite, ou plutôt l'extrême droite, on va dire, une partie qui se met justement autour d'Éric Zemmour. On voit notamment, comment elle s'appelle déjà, pas Marine Le Pen, mais sa nièce, Marion Maréchal. Marion Maréchal. Mmh. On a aussi des séances de dédicaces dans des librairies dites de droite. Je ne vais pas la citer, Mmh. on la connaît. Je ne comprends pas ce mélange de. Enfin, je le comprends, mais on va dire pour nos auditeurs, quelle est cette espèce de faux métissage, on va dire, entre ces gens-là. Alors, je parlais précédemment des réseaux néoconservateurs implantés en Europe. Ce que je précise aussi dans le livre, c'est qu'ils ont changé de stratégie à partir des années 2000, après la seconde intifada, dans un contexte de migration massive de discours antisionistes portés notamment par une certaine extrême gauche et par une partie de la population musulmane en France et dans le reste de l'Europe. Les réseaux pro-israéliens se sont rapprochés des partis d'extrême droite, des milieux d'extrême droite, et les ont dragués. Geert Wilders, Marine Le Pen, les conservateurs en Grande-Bretagne, un peu partout. Et, euh, et cette extrême droite, elle, a, a vu là une opportunité monter en puissance et être, comment dire, autorisée, une extrême droite Validé. autorisée, en abandonnant le discours traditionnel d'extrême droite qui était antisémite et en adoptant un discours anti-musulman et pro-israélien. Donc en fait, c'est le résultat je dirais, d'une négociation, d'un accord tacite entre les réseaux pro-israéliens likoudniks, donc l'extrême droite d'origine religieuse israélienne et ses ramifications à l'international. Tous ces réseaux sont nommés dans mon ouvrage Oui. et tout est documenté. Donc, c'est une stratégie, j'y reviens, donc de choc des civilisations, d'opposition de la chrétienté au monde musulman, au profit d'Israël, au sens large. Hein. Quand je dis Israël, c'est au sens où eux l'entendent. Et donc, cette extrême droite française, européenne, a accepté.
Et à partir de là, à partir des années 2000-2010, cette extrême droite, son discours en tout cas, a été de plus en plus normalisé dans les médias, dans les journaux. Et ça, c'est une stratégie élaborée et appliquée de façon très, comment dire, de façon très méticuleuse. Je le démontre aussi chronologiquement dans mon ouvrage. Donc, cette extrême droite-là, elle est opportuniste. D'ailleurs, il y a déjà eu, il y a quelques décennies, des rapprochements entre des éléments de l'extrême droite et les sionistes et les pro-israéliens. On se souvient de l'époque de Suez où le jeune Jean-Marie Le Pen était plutôt pro-israélien. Il y avait aussi Pierre Boutan, qui a été cité notamment par Goldnadel en 2017. Il y a des éléments comme ça de l'extrême droite antisémite qui étaient pro-israéliens parce que pour eux, c'était une façon, du point de vue de l'extrême droite à l'époque, une façon de régler la question juive. Donc créer l'existence d'un foyer national juif et d'un État d'Israël était, du point de vue d'une certaine extrême droite, le meilleur moyen de se débarrasser, entre guillemets, des juifs européens occidentaux pour qu'ils aillent vivre là-bas. Et ils se sont dit que maintenant que les juifs ont un État d'autant plus nationaliste, qui permet de valider un peu le nationalisme occidental et d'inspiration, soi-disant, comme le dit l'histoire officielle, d'inspiration européenne, Israël se serait constitué euh, euh, sur le plan national en suivant le modèle des mouvements de nationalité européenne au 19e siècle, se sont dit, bah, tiens, voilà une belle opportunité à la fois de valider le nationalisme occidental et de se débarrasser des juifs occidentaux. C'était un peu ça le raisonnement. C'est ce qui explique en fait le mouvement pro-israélien, à la fois pro-israélien et antisémite d'une certaine extrême droite. Mais aujourd'hui, c'est plus la même chose. On a affaire à euh, des, des petits mecs, des petits mecs opportunistes d'extrême droite qui ont pactisé pour avoir un peu des miettes d'Éric Zemmour et de Goldnadel, passer un peu à la télévision et gagner un peu de sous. C'est de l'opportunisme de bas étage. Mais ça marche parce que tu sais, quand tu entends les discussions de comptoir ou le français du pays réel qui valide les dires de Zemmour, ils disent, ah, ça c'est bien envoyé, il a raison, Zemmour. Mais moi, je me tue à leur expliquer qu'il faut qu'ils comprennent pour qui ils travaillent et que c'est Zemmour, même s'il parle du catholicisme, justement, je voulais venir à cette question-là ensuite, on pourra faire une pierre deux coups. Il parle de catholicisme, mais lui-même n'ira jamais se maraniser, donc se convertir au catholicisme, car même si c'est un laïc, tu l'expliques dans ton livre, il n'est pas croyant, mais il est pratiquant de sa religion, hein, et il n'ira jamais, et puis botte en touche, hein, lorsqu'on lui pose la question, s'il aime tant la France, pourquoi ne va-t-il pas se convertir justement au catholicisme? Donc ça marche comme stratégie. Et justement, pourquoi, on va dire, comme je te disais, il est pour une France dite catholique, mais on se doute bien que lui, il ne se convertira jamais. Alors, pourquoi cette stratégie, cette tactique, justement, de parler souvent de catholicisme? Alors, il faut comprendre que ces gens fonctionnent comme des directeurs marketing. Ils voient la population comme des parts de marché. Et la part de marché d'Éric Zemmour, essentiellement, c'est une certaine droite conservatrice, catholique ou qu'elle soit, qu'elle soit pratiquante ou catholique de culture. Donc en fait, il leur dit ce qu'ils veulent entendre quand il parle de la France catholique, etc. Mais quand on le lit plus précisément, on voit des contradictions. Comme par exemple, il parle d'une même civilisation républicaine
est catholique, que la République française et la France catholique ont une même mission, sont une seule et même civilisation. Là, il y a un contresens, parce que la République s'est constituée contre le catholicisme, contre la monarchie, et en massacrant à tour de bras des catholiques, notamment vendéens, et en détruisant de façon très méthodique l'Église catholique en France. Donc en fait, il y a une sorte de biboulga intellectuel, et en fait, il y en a pour tout le monde quand on l'écoute. On est républicain de droite, bon, bah, on en a pour, comment dire, on, a, on entend ce qu'on veut bien entendre. Quand on est catholique, bourgeois catholique aussi, donc en fait, il dit aux gens ce qu'ils veulent entendre. Mais le piège, c'est que au niveau quand on en arrive à la solution qu'il propose, bah, il le dit clairement. Il dit il ne reste que des ruines. Il le dit hein, dans son livre Destin français, il ne reste que des ruines. On ne pourra jamais reconstruire. Donc défaitisme. Et puis il dit si vous voulez libérer votre pays, vous les jeunes Français, bah, levez-vous et battez-vous. Donc en fait, il quelque part, de façon très vicieuse, il achève un processus que ses prédécesseurs ont commencé. C'est-à-dire, ils ont détruit la France sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan ethnique. Oui, il reste Et sur une France lui, nostalgique qui n'est pas, qui n'est pas, qu'on ne peut pas reconstruire, donc il joue là-dessus en réalité, par le bas. oui, en fait, il est nostalgique, mais il ne veut pas reconstruire. C'est Il est ça. nostalgique, mais il dit, comment dire, l'horizon politique, c'est la guerre civile. C'est ça qu'il dit. Il ne propose pas des solutions pour reconstruire le pays. Donc, c'est très pervers parce qu'il dit aux gens ce qu'ils veulent entendre, une partie de la population ce qu'ils veulent entendre, mais ce qu'il leur propose, c'est la destruction finale de leur pays. C'est très pervers et très, très Ce ambigu qu'il propose, c'est quoi? C'est comme Edom discours. contre Ishmaël, en vérité. Oui, oui, c'est pour ça qu'il ne parle plus exclusivement d'immigration, mais il parle d'islam, c'est-à-dire qu'il reprend le discours rabbinique que j'ai longtemps étudié et analysé, qui a été laïcisé par Bernard Lewis, islamologue et géopolitologue juif britannico-américain, qui a d'ailleurs poussé avec ses petits copains les États-Unis dans la guerre contre l'Irak, qui a causé plus d'1 million de morts. Il se réclame de ces gens-là, il se réclame de Bernard Lewis, il se réclame aussi de l'ancien assistant de Bernard Lewis qui s'appelle Samuel Huntington, qui a écrit Oui. un livre qui s'appelle Le choc des Le civilisations. choc de civilisation. Donc effectivement, c'est un projet rabbinique laïcisé de déclenchement d'une guerre planétaire entre chrétienté et islam et de guerre civile à l'échelle occidentale entre les chrétiens et les musulmans. Il est le porte-parole de ce projet, de Donc cette il y a une propagande. dimension eschatologique quelque part dans tout ça. Oui, 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 parce que l'eschatologie du judaïsme, comme je l'ai dit, a été laïcisée. Donc on nous parle de projets politiques qui apparaissent comme laïques, mais qui ont en réalité un fondement religieux. On leur a simplement donné un habillage athéiste, matérialiste, mais c'est bel et bien une finalité religieuse. Et quand on se penche sur certaines personnalités importantes de la communauté juive, on se rend compte qu'ils ont tous un grand rabbin qui les suit, qu'ils écoutent et qui leur donne des ordres. L'ancien rabbin Schneerson Mendelssohn qui donnait des ordres à Netanyahou, qui conseillait Ariel Sharon, le grand rabbin Obadiah Yosef, qui a beaucoup influencé notamment Netanyahou, le rabbin juif marocain qui vit en Israël, David Pinto, dont j'ai parlé récemment, qui est le maître de Jared Kushner, le gendre de Trump qui a été très actif
pour Israël durant le mandat de Trump. Et donc, je pourrais continuer comme ça. Même des gens comme Jacques Attali ou Finkielkraut voient des rabbins et suivent des cours de Talmud. Vous voyez, donc en fait, tous ces gens-là qu'on voit à la télévision qui se présentent en costard-cravate, qui ont un discours très sophistiqué, ce sont des gens qui portent en réalité une idéologie archaïque, destructrice. C'est clair que ça passe mieux qu'un type avec une barbe et une djellaba Oui, bien sûr. qui parle de djihad, entre guillemets, même si le djihad n'a rien à voir avec la guerre sainte, mais il s'agit d'efforts. Vous voyez, tout est dans, tout est dans la forme. Et pareil pour Éric Zemmour. Il a un discours, il cite des auteurs français, il a une culture livresque, il se réfère à l'histoire de France. Et je veux dire, chez lui, il a des vaisselles séparées, il fête les bar mitzvahs des garçons, il n'est pas croyant, mais il va à la synagogue. Il reproche aux musulmans, aux maghrébins de France, d'être endogames, alors qu'un tiers d'entre eux se marient avec des Françaises, alors que lui est un endogame, puisqu'il est marié avec une juive séfarade, donc qu'il a choisi dans sa propre communauté. Mais effectivement, à première vue, ça ne se voit pas. Vous voyez, moi, ce que j'essaie de faire, mon travail en général, hein, c'est d'aller au-delà des apparences et aller dans le fond des choses, documents et preuves à l'appui. C'est comme ça que tu montes ton travail au fur et à mesure. Je suppose que tu accumules une somme d'informations, de documents, et tu montes ensuite tes écrits là-dessus, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est un travail empirique. Je pars des faits. C'est-à-dire que je ne pars pas d'une théorie ou d'un concept que je vais aller chercher dans les faits ou alors essayer, comme certains, Oui, c'est pas tordre, fantasmagorique. Non, non, je pars des faits et une fois que j'ai les faits sous les yeux, que je les mets bout à bout et que je vois qu'il y a une cohérence, à partir de là, j'élève une théorie. Donc, c'est un travail empirique. Et c'est pour ça que j'ai jamais eu de procès et qu'on accepte, je le dis, on accepte très très rarement des débats avec moi, très très rarement. C'est en ça que c'est solide ton travail. C'est un peu ce que fait Pierre Hillard et puis même Pierre-Antoine Oui, Plagman. oui. Euh, ils sont inattaquables parce qu'ils sont toujours en possession des documents, ce genre de choses. Il faut être factuel parce qu'on traite de sujets épineux, dangereux, qui peuvent vous valoir des condamnations. Donc effectivement, on est contraint d'être extrêmement précis et extrêmement prudent. Toi, tu n'as jamais eu on va dire, de soucis, d'intimidation, qu'elle soit physique ou d'ordre psychologique. Tu n'as jamais eu ce genre de choses? Si, des menaces, tentatives d'intimidation, de convocation par la police. Mais ça, c'était pour c'est dans le cadre de l'affaire El Razoui où j'avais, sur mon compte Twitter, avait relayé une coupure de presse, notamment de faits et documents, qui Mhm. révélait simplement qu'El Razoui était maqué avec le responsable Proche-Orient de la banque Rothschild et qu'elle bénéficiait malgré cela d'un appartement dans le premier arrondissement de Paris par la mairie de Paris. Mhm. Et pour cela, j'ai été convoqué par la police pour rendre des comptes. Voilà. Voilà où on en est. Donc, si vous démasquez un Tartuffe, vous pouvez vous retrouver convoqué par la police ou au tribunal. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut être extrêmement prudent et précis. C'est ça. Je voulais te amener aussi sur la question de Pétain, justement, parce qu'on voit Zemmour qui fait un travail de réhabilitation du maréchal Pétain. Alors, d'après toi, est-ce que ça fait partie justement de sa stratégie où il aime vraiment le maréchal Pétain, quoi? Est-ce qu'il a vraiment, on va dire, une affection particulière pour ce qu'il fut? Alors, ça fait partie d'une stratégie parce que le travail sur Pétain, sur le fait qu'il aurait, on parlait au conditionnel, sauvé des Juifs, c'est un travail qui a été fait par d'autres bien avant lui.
Je crois je crois qu'il y a l'historien israélien Simon Epstein, que je confonds, je crois, avec un autre historien israélien, bref, qui a fait ce travail expliquant que, en fait, le maréchal Pétain à l'époque aurait sacrifié les juifs étrangers C'est pour ça. pouvoir sauver les juifs français. Déjà, même le statisticien et démographe Emmanuel Todd, qui est en partie aussi d'origine juive, l'a écrit il y a bien des années en disant que la France était le pays d'Europe où le taux de survie des juifs était le plus élevé, 80-90%. Donc ça, c'est pas quelque chose de... C'est pas un discours extraordinaire. Encore une fois, Éric Zemmour ne fait que reprendre d'autres, et étant donné qu'il a, lui, il bénéficie, lui, des canaux télévisuels et radiophoniques, bon, bah, ça se voit plus, ça s'entend plus. Mais encore une fois, vous voyez, c'est comme quand on perd le contrôle d'un mouvement ou qu'un mouvement nous dépasse. L'idée, c'est feignons d'en être les instigateurs. C'est-à-dire que la réhabilitation de Pétain était déjà en cours. Ce qu'a fait Eric Zemmour, c'est qu'il a rattrapé le train, sans mauvais jeu de mots. Il a pris le train en route et il s'est approprié cette défense du maréchal Pétain, mais toujours dans cette optique euh, politicienne, c'est-à-dire de garder la main sur une partie de la population française qui est nostalgique, pas forcément de Pétain, mais de la France d'antan, et d'éviter que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse ce travail-là. Vous voyez, c'est toujours comme ça qu'ils fonctionnent, eux. Je veux dire, ce qu'appelle Gilles William Goldnadel la communauté organisée, c'est comme ça qu'elle fonctionne. C'est-à-dire qu'elle a des représentants, des agents qui sont dans les différents courants de pensée. Vous voyez au CRIF, les intervenants qu'il y a au CRIF, vous pouvez avoir des gens comme Bernard-Henri Lévy, Jacques Attali, et puis des gens classés à l'extrême droite comme Goldnadel ou Meyer Habib. Vous voyez, c'est la même maison avec, avec différentes pièces idéologiques, une bonne répartition. Et en fait, ce qu'a fait Éric Zemmour, c'est ça, c'est euh, se faire le défenseur du maréchal Pétain et par là d'une partie de la population française, d'une partie de l'histoire de France, et empêcher que quelqu'un d'autre qui n'est pas de la communauté, qui n'est pas de la famille, fasse ce travail-là. Donc, il s'agit toujours d'accompagner les mouvements et de les détourner afin qu'ils ne deviennent pas dangereux. C'est pour ça que son discours sur le maréchal Pétain a été autorisé à la grande synagogue de la Oui, oui. Victoire et qu'il en a débattu avec l'ancien grand rabbin Gilles Bernheim. Euh, et d'ailleurs, le modérateur était Yves Tréhard du Figaro. Donc, c'est un discours qui est C'est du spectacle. autorisé par le Figaro, autorisé par le rabbinat. Vous voyez. Ça reste du spectacle en vérité. Oui, ça reste du spectacle et de l'opposition contrôlée. Voilà. Disons que le risque avec Pétain, c'est que, bon, Pétain, c'est un gros mot aujourd'hui, hein. Les Français ne connaissent pas réellement Pétain, si ce n'est parce ce que nous fait croire la doxa. Ça reste quand même risqué parce que quand je parle du maréchal, justement, avec, on va dire, le français moyen qui valide les propos de Zemmour, par contre, Pétain, ça passe pas, tu vois. C'est quand même risqué. C'est pas, on va dire, il fait pas vraiment écho dans la communauté française. Pour les Français d'aujourd'hui, Pétain égale comment on dit, collaboration, donc traître. Voilà. Enfin, ce sont les raccourcis, hein, parce que si on peut dire, si on regarde les travaux d'Isorni ou même d'Henri Coston qu'on parlait tout à l'heure, on découvre que la chose qu'on pourrait, qui a été reprochée à Pétain, c'est d'avoir signé à la fin de la Troisième République, d'avoir instauré une sorte de petite monarchie, on va dire, et surtout d'avoir signé aussi la fin des sociétés secrètes et notamment la franc-maçonnerie. Ce genre de choses, ça ne passe pas. Si aujourd'hui quelqu'un prendrait le pouvoir et ferait ça, vous verrez ce qui se passerait justement. Ouais. Donc oui, ça reste quand même Euh, risqué. Oui. c'est risqué, mais ils prennent le risque. Et je l'ai dit déjà il y a quelques années, ils en sont contraints.
je disais que s'associer à des mouvements nationalistes, sachant que historiquement les mouvements nationalistes européens ne sont pas franchement philosémites, c'est un risque et ça peut se retourner contre eux. Mais dans un contexte où vous avez une remontée de ce qu'ils appellent le populisme, d'un rejet des élites et d'un certain retour qu'ils craignent, c'est-à-dire ils craignent le retour de la question juive, on l'a vu avec les Gilets jaunes, Bernard-Henri Lévy et le B'nai B'rith France, par exemple, qui ont, dès le premier jour, dès la première manifestation des Gilets jaunes, ont été très virulents en disant que c'était des Tweeté poujadistes, des antisémite. antisémites, etc. Parce que il ne faut pas oublier que dans l'histoire du socialisme français, que ce soit Toussenel ou d'autres, il y a cette tendance antisémite de la critique économique et sociale de la bourgeoisie. Et quand ils voient un mouvement populiste fondé sur de l'économique et du social, le français de base ne voit pas du tout la finalité antisémite, mais je peux vous dire que les gens comme Bernard-Henri Lévy, Attali et même quelqu'un comme Zemmour, ils voient très bien ce à quoi ça peut conduire. Donc, ils ne sont pas stupides, mais quand ils prennent des risques comme celui-là, c'est un risque qu'ils sont contraints de prendre, parce qu'il y a des mouvements idéologiques, historiques, qui sont inévitables. Pour ça, je disais, nous ne sommes pas il y a un mouvement, feignant d'en être les instigateurs. Vous voyez, c'est ça c'est comme ça qu'il faut voir les choses, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est pas parce que ça lui fait plaisir qu'il défend du jour au lendemain le, le maréchal Pétain. D'ailleurs, ce qui a porté le maréchal Pétain au pouvoir, c'est une succession d'erreurs commises par la Troisième République, par le Front populaire, aussi des manifestations violentes suite à l'affaire notamment Stavisky. Plus loin dans le temps, il y a eu les ligues antisémites de la fin du 19e siècle. Donc, Pétain n'est pas arrivé comme ça par enchantement au pouvoir. C'est vrai qu'ils lui ont signé les pleins pouvoirs et l'erreur qu'a commis Pétain, c'est d'accepter le pouvoir alors que c'était une débâcle dont les responsables étaient les gens de la Troisième République et du Front populaire. Donc il aurait dû leur laisser la patate chaude Surtout qu'il et était, aller jusqu'au bout. Voilà. je crois, ambassadeur à Saint-Sébastien, il me semble, hein. Il était en Espagne, il représentait la France. Et il était plutôt bien loti et puis il était déjà bien vieux. C'est Ouais. vrai que D'autant plus que c'était un républicain. Oui, C'était un oui. républicain, Maréchal Pétain. Les gens ont tendance Il était à franc-maçon à l'oublier. ses débuts aussi. Après, il a quitté Mm. les loges. Mm. Donc, il était aux côtés de C'était pas un Jospin. royaliste. Non, non, mais c'était une sorte de monarchie avec travail, Famille famille, patrie. Ouais. patrie. Mm. Il y avait des bonnes choses, justement. On aurait pu rebâtir là-dessus. Alors, dans ton bouquin, justement, ce qui est pas mal, tu fais un travail de synthèse sur certains pans de l'histoire du judaïsme, chose qui se trouve aussi dans tes autres ouvrages que l'on va amener. Donc, c'est pas mal aussi pour amener à comprendre qui est l'autre Zemmour aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des sujets que tu traites sur ces pans de l'histoire Alors, j'ai écrit plusieurs ouvrages, effectivement. Mon premier ouvrage, Occident Islam, tome 1, Sources et Genèse messianique, est le premier ouvrage, en fait, qui retrace les origines religieuses messianiques et médiévales du sionisme. Avant la publication de ce livre, avec la dédicace. le propos de la chaîne? Toujours, Et c'est le tome 2. voilà, ça c'est le tome 2. Alors ça, c'est le tome 2, donc je saute au tome 2. Le tome 2, là, retrace les origines du yavisme et comment le yavisme a remplacé le monothéisme mosaïque. Il explique qu'en fait, il y avait une religion originelle monothéiste. D'ailleurs, les Égyptiens étaient en partie, il y a une tradition monothéiste en Égypte, d'ailleurs bien avant Abraham. J'explique qu'effectivement, il y a une tradition abrahamique, mosaïque, monothéiste, et que
et que le yavisme, c'est-à-dire le culte de la divinité Yahvé, est venu se substituer au culte monothéiste, on va dire éloïste. Donc le Dieu unique, elle. Et dans cet ouvrage-là, qui commence en Mésopotamie au début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, retrace justement toute cette évolution du yavisme et comment en fait un monothéisme s'est mu en monolatrie et puis en espèce de religion tribaliste, racialiste, ayant un projet de domination et de destruction. C'est vraiment, c'est un livre qui traite de la composition, la genèse de la Bible hébraïque, de la Torah, mais plutôt, pour être plus précis, de sa version falsifiée de la Torah. Donc j'ai fait un travail dans ces deux ouvrages, par exemple, qui s'étalent sur plusieurs millénaires, à la fois de l'origine du judaïsme tel qu'on le connaît, qu'il faut appeler plutôt yavisme, qui s'est opposé en fait au monothéisme mosaïque pour le pervertir. Et dans le tome 1, je traite des origines messianiques du sionisme, en fait, comment, à partir du Moyen-Âge, le messianisme juif, qui était jusqu'à une certaine période du Moyen-Âge plutôt dans une version attentiste du Messie, s'est transformé en ce que j'appelle un messianisme actif, c'est-à-dire l'accélération et l'application du projet politique qui est inscrit dans la Bible hébraïque. Ouais. Donc, avec ces deux ouvrages-là, vous comprenez, je pense, ce qu'est le judaïsme de ses origines à nos jours. Tu as les mythes fondateurs du choc des civilisations, ou comment l'islam est devenu l'ennemi de l'Occident. Je crois que c'est tome 1 aussi, c'est ça? Il y a un tome 2 de prévu? Non, ça, c'est pas, il n'y a pas de tome. Ça, c'était un livre que j'ai écrit entre le tome 1 et le tome 2. Et aussi, il y a eu la mystique de la laïcité. Alors, les mythes fondateurs du choc des civilisations est un livre qui revient sur un certain mythe, un certain nombre de mythes construits depuis le Moyen-Âge en Europe autour de l'islam, mais aussi un livre d'histoire sur les relations entre le monde européen chrétien et le monde musulman. Je reviens sur un certain nombre d'épisodes et je fais la lumière sur cette histoire qui est très très souvent caricaturée et déformée. Tu parles de certains hadiths apocryphes dedans. Tu parlais j'avais parlé avec un copain algérien justement de ce que tu démontrais sur le fait que, je crois, Aïcha n'avait pas été mariée au prophète à l'âge de 9 ans, si je ne m'abuse, mais tu arrivais à prouver, à recouper par des faits historiques que c'était vers l'âge de 17 ans à peu près, ou 19 ans, je me souviens plus. 19, 20 ans. Ouais. Et lui n'avait voulu rien entendre là-dessus, sur le fait aussi je crois que tu parles le fait ça serait une légende qu'il ait épousé 9 femmes, ou c'était vrai, ou tu validais ça, je me souviens plus. Non, non, sur le nombre de femmes, tout le monde C'était est pas ça, d'accord. c'était vraiment sur la jeunesse d'Aïcha, je crois, c'était ça. Oui, alors en fait, j'explique en m'appuyant sur des études qui ont été faites déjà il y a plus de 1000 ans. C'est-à-dire que dans le monde musulman, les grands savants ont fait ce travail-là. En fait, il y a deux hadiths, notamment dans Bukhari, qui parlent d'Aïcha qui se serait mariée au prophète entre 6 et 9 ans. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais je démontre par A plus B. Je crois vers l'âge de 11 ans. Voilà, qu'en fait, ce hadith a été propagé par une personne qui était le fils d'un élève de Aïcha qui n'a jamais connu Aïcha et qui a débité cette information, en fait, cette fausse information, lorsqu'il a quitté l'Arabie, qui s'est installé en Irak, et très âgé, il avait autour de 70 ans, il commençait à être sénile, et à cette époque-là, il commençait à débiter des hadiths totalement faux, pas parce qu'il était malhonnête, mais parce qu'il était sénile,
et qu'il avait tendance à cet âge avancé à raconter n'importe quoi. C'est ce qui explique pourquoi ce hadith, donc de cette soi-disant euh, parole de Aïcha disant qu'elle se serait mariée entre 6 et 9 ans, s'est propagée à partir d'Irak, là où s'était installé le fils de cet élève de Aïcha. Et je rapporte un certain nombre de hadiths et de calculs qui ont été faits notamment à l'époque par Tabari et d'autres savants, qui démontrent qu'elle ne pouvait pas avoir 6 9 ans quand elle s'est mariée avec le prophète. Mathématiquement, ça ne colle pas. Quand on prend son âge, le fait qu'elle avait une sœur qui avait 10 ans d'écart avec elle, l'âge où elle est morte, l'âge où est morte sa sœur, et les faits historiques, les différentes batailles, etc., on voit, enfin, elle ne pouvait pas avoir 6 9 ans. Elle ne pouvait avoir qu'entre 18 et 20 ans, quoi. Donc, elle devait avoir 19 20 ans quand elle s'est mariée au prophète. Mais ces travaux-là sont connus, mais il suffit simplement de chercher et de ne pas répéter les hadiths qu'on a lus à Et droite ça, à tu as gauche. débattu sur ce sujet déjà avec des gens de la communauté musulmane qui ne valident pas tes Non, non, dires, non? non, C'est non, 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 accepté? non, tous ceux qui l'ont lu, parce que je rapporte des sources islamiques, hein, et puis des sources réputées et des sources sérieuses. Hein. C'est pas moi qui parle, hein, ce sont les grands savants de l'époque, plusieurs savants d'ailleurs, qui le démontrent. Donc non, non, là-dessus, il n'y a pas de... Personne n'est venu réfuter ces travaux-là. Au contraire, certains m'ont dit, ah oui, oui, effectivement, on connaissait ces travaux. Sinon, tu as un qui est important, qui est plus petit, mais je pense qu'il a dû bien marcher, celui-ci. Oui, la mystique de C'était la le mythe de laïcité. Ouais. laïcité. Ça a fait quand même grand bruit hein, dans les milieux, si on peut dire. On peut pas dire ça. Oui, c'est bien, il s'est bien vendu. À ce jour, il s'est vendu à peu près à 4500 Ah oui, exemplaires. quand même. C'est un livre oui, qui retrace la généalogie de la religion de la République française. Et le sous-titre, c'est Généalogie de la religion républicaine Je trouve de que c'est Junius très, Frey. très important parce que ça aide à comprendre la Révolution aussi hein, et où on en est aujourd'hui. Oui, oui, c'est fondamental. La dimension religieuse de la Révolution française et de la République est un aspect non négligeable, central même, qu'il faut connaître. Sinon, on ne comprend pas grand-chose à la Révolution française et à l'histoire de la République. Alors, tes travaux, en général, c'est la jeunesse de tes travaux, on va dire, quand tu as commencé historiquement à travailler sur ces thématiques, ça s'est fait comment? Tu avais le sentiment qu'il y avait quelque chose en vérité qui était faux et tu as été cherché par toi-même, tu t'es penché sur ces choses-là et tu as trouvé certaines réponses à tes questions. Ça s'est fait comment, en fait? Alors, euh, pour comprendre, il faut revenir au premier livre, donc Occident Islam tome 1, je disais tout à l'heure, sur les origines du sionisme. Il y avait des ouvrages qui avaient été écrits, mais bon, il y avait la thèse officielle avec Herzl, fondateur du sionisme à la fin du XIXe siècle. D'autres étaient allés plus loin, comme Shlomo Sand, affirmant que le projet de rapatriement du peuple juif en Terre Sainte était né dans les milieux millénaristes protestants évangéliques Mhm. du XVIIe siècle en Angleterre autour de Cromwell. Et effectivement, cette thèse me semblait incohérente parce que je savais que l'idée de rapatrier le peuple juif en Terre Sainte pour hâter la venue du Messie, là en l'occurrence dans les milieux chrétiens c'était hâter le retour du Christ, je savais que c'était une idée juive, mais il n'y avait pas de preuve euh, montrant que c'était sous influence juive que les protestants millénaristes avaient repris cette idée-là. Donc c'est là que j'ai entamé les recherches parce que c'était un peu compliqué, parce que le Talmud interdisait justement le retour en Terre Sainte. C'est ce qui a fait dire notamment à des gens comme Shlomo Sand que ça ne peut pas venir du monde juif, puisque le Talmud interdit le retour en Terre Sainte. Et le Talmud interdit aussi d'essayer d'ater les temps messianiques. Et c'est pour ça, alors là j'ai suivi mon intuition, c'est pour ça que je me suis focalisé là sur une autre tendance, un autre courant du judaïsme qui est la Kabbale, la mystique juive, qui va beaucoup influencer le messianisme juif. Et donc j'ai étudié l'histoire de la Kabbale, ses concepts et son évolution, jusqu'à découvrir
Moïse Nahmani d'Abraham Aboulafia, c'est-à-dire Moïse Nahmani, celui qui va contourner la loi talmudique et qui va justifier les tentatives suivantes. Donc là, on est au XIIIe siècle, 1263, puis 1280, Abraham Aboulafia qui tente d'aller voir le pape pour se présenter comme le Messie et rapatrier le peuple juif en Terre Sainte, puis David Reveni, Salomon Molko au XVIe siècle, et ainsi de suite. Et donc, c'est là que j'ai découvert ses origines messianiques, et c'est en faisant ces recherches que je suis tombé aussi sur les origines messianiques du choc des civilisations. Donc, envoyer le monde chrétien contre le monde musulman est un projet messianique religieux qui est directement lié au projet sioniste. Parce que pour que le peuple juif soit rétabli en Terre Sainte, il fallait, d'après les écrits de la tradition juive, que Édom et Ishmaël, le monde chrétien et le monde musulman, s'entrechoquent et se détruisent mutuellement. Et pour qu'au final, Israël puisse régner. Donc effectivement, mes travaux, et ces travaux-là et ceux qui ont suivi, sur la mystique de la laïcité, sur la Bible hébraïque et le yavisme, sont toujours motivés par des trous, un manque dans les recherches historiques ou historiographiques. Je fais pas, en fait, mon travail n'est pas la plupart du temps n'est pas un travail de synthèse, c'est un travail de recherche. J'écris pas je vais pas passer mon temps à réécrire ce qui a déjà été fait. J'essaie d'apporter quelque chose, que ce soit dans la mystique de la laïcité, Occident Islam tome 1, Occident Islam tome 2. C'est toujours des travaux de recherche qui viennent compléter une historiographie où il y a des manquements, des trous ou même parfois des mensonges. Donc voilà en fait en gros ce qui a motivé mes recherches et mes écrits. Sinon, je n'aurais pas écrit de livre. Mon premier livre, je l'ai écrit parce que il n'y avait pas de livre à l'époque qui retraçait de façon précise des origines messianiques du sionisme du Moyen-Âge jusqu'à l'époque actuelle. Il n'y en avait pas. Et c'est vrai que moi, je vois par exemple aujourd'hui des auteurs ou autres qui reprennent mes thèses sans forcément me citer. Et je me dis que c'est parfois une bonne chose parce que ça veut dire que les idées sont passées. Avant, on ne parlait pas du messianisme, des origines messianiques du sionisme. On ne parlait pas des motivations messianiques de la politique israélienne à l'échelle internationale avant ce livre. Donc, je suis assez satisfait parce que c'est vraiment l'objectif que je visais, apporter quelque chose une vision plus nette de l'histoire de l'État d'Israël moderne et de sa politique à l'échelle internationale surtout. J'ai développé à l'occasion de ce livre une analyse de la géopolitique du sionisme, qu'il faut bien distinguer de la géopolitique des États traditionnels, puisque, comme je l'ai écrit, la puissance d'Israël ne réside pas en son sein. Elle réside dans les réseaux diasporiques, dans les milieux rabbiniques qui parviennent à utiliser des puissances étrangères pour faire accomplir à leur place le projet messianique ou les objectifs géopolitiques d'Israël. C'est tout à fait particulier comme vision du monde et stratégie géopolitique. Donc, à cette occasion, j'ai développé aussi cela. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a deux visions qui peuvent habiter Israël, on va dire une qui est purement sioniste et l'autre purement religieuse, mais qui arrivent à travailler ensemble pour la même chose, c'est ça? Oui, parce que si par exemple vous prenez des gens comme Ben Gourion, qui est un des fondateurs et du foyer national juif et de l'État d'Israël, il n'était pas croyant, il était même socialiste, mais il défendait une vision religieuse de l'État d'Israël. Il disait notamment dans des écrits que je rapporte dans Occident Islam tome 1, que les frontières d'Israël s'étalent du Nil à l'Euphrate. Pourtant, il n'était pas croyant. Pareil pour Théodore Herzl, qui n'était pas croyant, mais qui, d'ailleurs, comme l'avait souligné Pierre Hillard, dans ses mémoires, donc volume 2, page 711, on voit une carte d'Israël, on voit le Grand Israël, d'après les frontières bibliques. Donc en fait, comme je le disais, et ça c'est aussi un des concepts que j'ai développé, c'est-à-dire
le travail d'analyse historique de la transformation de certains concepts et des courants du messianisme juif en courant laïque. Ça a été laïcisé. En fait, le foyer national juif et l'État d'Israël à ses débuts, qui était socialiste, n'était que la version laïcisée d'un projet messianique biblique. Et aujourd'hui, c'est en train d'apparaître au grand jour, notamment après la guerre de 67, où ils ont conquis certains lieux saints du judaïsme. Il y a eu une conversion massive des rabbins majoritairement anti-sionistes au sionisme. Et le courant religieux est monté en puissance. Mais cette dimension laïque socialiste n'était que l'apparence des choses. En réalité, son apparence était matérialiste socialiste, mais son cœur était religieux, biblique. Et c'est ça que je démontre dans ce premier ouvrage, Occident Islam, tome Un grand projet, hein, si on peut appeler ça comme ça. 1. Oui. Tu avais Chronique du sionisme aussi, je crois que c'est une compilation d'articles Oui. qui ont été parus, qui sont parus chez Contre-Culture. Oui, en fin 2019. Ça. Alors ça, ce livre, c'est vraiment la prolongation du tome 1, plus précisément la prolongation du dernier chapitre du tome 1. C'est-à-dire que après la parution d'Occident Islam tome 1, en septembre 2015, j'ai continué à analyser la géopolitique du sionisme, la géopolitique des blocs, les relations entre Israël, la Russie, l'Europe et les États-Unis. Et j'ai écrit de nombreux articles entre 2015 et 2019. Et on en a fait un ouvrage alors, avec un assez long préambule pour remettre les choses en perspective et poursuivre l'analyse, l'évolution de l'État d'Israël et de sa politique entre 2015 et 2019. Donc c'est vraiment un livre d'actualisation du projet sioniste depuis l'apparition de mon premier ouvrage en 2019 et aux éditions Contre-Culture. Oui. Puis tu avais fait aussi qui est une compilation d'articles, je crois, sur les Gilets jaunes, du Brexit aux Gilets jaunes, aux éditions Sigest. Oui, alors ça, c'est une compilation d'articles, pareil, de 2015 à 2018. En fait, le dernier article s'arrête en septembre 2018, juste avant les Gilets jaunes. Pourquoi ? Parce que dans un certain nombre d'articles publiés dans cet ouvrage, j'annonçais déjà une révolte des Français. À partir dans mes articles de 2015, 2016, 2017, je disais qu'il y aura j'annonçais une révolte des Français, virtuelle ou véritable, de la majorité des Français. Donc on l'a vu, il y a eu les Gilets jaunes avec un soutien de 80% de la population française. Bon, c'est pas une illumination. C'est sur la base d'analyse sociopolitique et de prospective. Je suis aussi prospectiviste. C'est un des aspects de mon travail, c'est de produire des analyses prospectivistes, c'est de dire voilà la situation actuelle, voilà les tendances et voilà ce qui peut se passer à l'avenir. Et donc on a publié cet ouvrage-là parce que un certain nombre d'articles publiés entre 2015 et 2018 annonçaient de façon assez précise et la révolte des Gilets jaunes, la révolte des Français, mais aussi la rigidification de la République française et la transformation de la République en régime policier. Tout ça était dans mes articles entre 2015 et 2017. Je me suis rappelé d'une chose, l'autre fois j'ai un ami qui était donc à l'armée, bon, qui a su un petit peu avant que ça se sache, c'était la possibilité du général de Villiers de se présenter donc aux élections françaises. Là. Tu as parlé justement de la possibilité l'effacement d'Emmanuel Macron et de le faire potentiellement remplacer, je parle au moment des Gilets jaunes, de le faire remplacer par le général de Villiers. Donc tu avais été assez visionnaire sur la chose. Tu peux m'expliquer sur comment tu t'es sont basées tes analyses là-dessus Alors, par rapport au général de Villiers, disons que c'était pas franchement difficile à voir parce que au début des Gilets jaunes, il y avait une délégitimation du pouvoir qui était très nette. Et il faut garder à l'esprit qu'il y a dans la tradition politique française différentes branches, on va dire. Il y a l'autoritarisme, il y a une tendance autoritariste
en France, qui commence avec le bonapartisme, Napoléon Bonaparte, Napoléon III, le maréchal Pétain, le général de Gaulle, une tendance à se tourner vers le militaire dans des périodes de crise. Vous voyez, Napoléon Ier, il arrive au pouvoir en période de crise. Napoléon III, il arrive au pouvoir en période de crise. Ouais. Maréchal Pétain arrive au pouvoir en période de crise. Et général de Gaulle arrive au pouvoir en période de crise. Et en fait, j'ai constaté à ce moment-là, au moment des Gilets jaunes, la surmédiatisation du général de Villiers. Et il m'a apparu clairement que c'était une des options posées sur la table. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais le pouvoir a plusieurs options sur la table. Et effectivement, une des options, c'était de mettre en avant le général de Villiers au cas où ça dégénère complètement. Parce que l'article 36 de la Constitution française prévoit le transfert du pouvoir à l'armée en cas de guerre civile ou de déstabilisation du pouvoir. Et il y a toujours une défiance de l'exécutif vis-à-vis de l'armée. Donc, autant avoir un militaire sous la main qui est sous contrôle. Et effectivement, comme le rapportent ces documents dans un portrait qu'ils ont fait du général de Villiers, c'est un homme totalement sous contrôle. Il travaille pour les Américains via le Boston Consulting Group. C'est la première fois qu'un chef d'État des armées passe consultant dans une boîte étrangère. Il siège aussi à Planète Foot, ONG créée par Jacques Attali. Ses ouvrages sont publiés par la maison d'édition qui publie aussi les livres de Jacques Attali, aussi de Michel Aubin. Donc c'est quelqu'un qui est totalement sous contrôle. Puis la fratrie de Villiers ne respire pas l'honnêteté. On l'a vu notamment avec son frère Philippe de Villiers qui faisait de la retape pour Emmanuel Macron après le premier confinement en disant Emmanuel Macron, lui, ne voulait pas confiner, etc. Tout ça, c'est la faute du Premier ministre qui a servi de fusible. Donc on peut aussi imaginer un autre scénario, c'est-à-dire en cas de déstabilisation du pouvoir à l'avenir, une constitution d'un gouvernement d'alliance, d'unité nationale. On pourra avoir quelqu'un comme le général de Villiers, Macron, ou celui qui remplacera Macron, Zemmour, Marine Le Pen, etc. C'est possible. Je pense que c'est une des options aussi qui est sur la table. Avoir des gens qui apparaissent comme plus ou moins opposés au système et qui sont totalement intégrés au système et qui pourraient former un gouvernement d'union nationale pour leurrer encore les Français et puis les balader encore comme ça quelques années. Je pense que c'est une des options qu'il y a sur la table. Il y a la réélection de Macron qui est sur la table, mais C'est ça, je me lui-même n'est posais pas comme sûr question. d'y aller. Macron n'est pas sûr d'y aller parce qu'il est très impopulaire et il risque de l'être encore plus. Donc il peut servir de fusible, sauter, et pour qu'on puisse nous proposer un nouveau Macron, c'est-à-dire un nouveau candidat du système. C'est d'ailleurs aussi pour ça que Zemmour se met aussi sur la rampe de lancement pour les présidentielles de 2022. Et il fait partie d'un dispositif assez large. Jacques Attali parlait d'une candidate. Oui, Il oui, serait en le parlant en futur 2014. président. Tu penses que ça se fera dans ce sens-là ou les choses ont changé? En fait, tout dépend du contexte et de l'évolution des choses. C'est-à-dire que il va leur être assez difficile de nous sortir d'un chapeau 6 mois avant la présidentielle une gamine ou un gamin comme Macron qui se ferait élire. Ça va être très difficile. Donc c'est pour ça que je pense que ils vont peut-être tenter le coup du gouvernement d'union nationale, d'unité nationale. Peut-être repousser les élections, peut-être annuler les élections. Pour cause Euh, sanitaire, ce genre de choses. voilà, tout est possible. Mm. Et annuler l'élection et proposer un gouvernement d'unité nationale. C'est possible. Et, étant donné que là, on est entré de plein pied dans une dictature, ils peuvent à peu près faire ce qu'ils veulent. Ouais, il peut tout se permettre. En Très bien. théorie, ils peuvent le faire sans passer par les élections. Tes prochains projets en termes de bouquins,
Quels sont-ils? Tu es sur quelque chose? Alors, je continue à produire des dossiers qui ont été notamment publiés sur On en a parlé strategica.fr, avec Pierre-Antoine. auquel je participe. J'ai publié un dossier islam politique. J'ai publié récemment un long article qui est en fait un dossier sur le Maroc et Israël. Et j'ai publié la première partie d'un dossier qui s'appelle La nation française et la question musulmane. Je vais reprendre ce travail-là, c'est-à-dire compléter le dossier et peut-être en faire un petit ouvrage donc un ouvrage physique où je compilerai à la fois le dossier sur l'islam politique et le dossier en cours de rédaction sur la nation française à la question musulmane. Et puis ensuite, peut-être d'ici, si Dieu veut, la fin de l'année, publier un petit ouvrage de prospective sur la situation française. Voilà Tu ce que j'ai connais en les tête pour le éditeurs moment. déjà? Pas encore. Pas encore. Pas encore. On se doute bien. une, non, pas forcément. Il y Non, pas a forcément. peut-être, non, il y a un projet de publication en Tunisie, mais ça reste à confirmer. J'ai Mhm. déjà donné mon accord de mon dossier islam politique, Mhm. qui sera publié donc, chez K Édition, qui est mon éditeur pour le Maghreb, Mhm. Tunisie, Algérie, Maroc. Donc, je lui ai déjà donné mon accord, donc je peux en parler. Et pour la suite, j'en parlerai plus tard. Il sera Voilà. distribué jusqu'au Maroc, tu penses? Oui, mais en fait, il a déjà édité mes deux tomes qui sont en Algérie, au Maroc et en Ah, ils sont Tunisie. Oui, déjà d'accord. oui, oui, depuis plusieurs années maintenant. Il a Est-ce publié qu'ils le sont tome lus 1 puis le tome justement au 2. Maroc? Oui, oui, ils sont lus. J'ai beaucoup de lecteurs au Maroc. J'ai beaucoup de retours de lecteurs marocains. Oui, mes ouvrages sont lus, mes conférences, mes articles. Je suis assez suivi au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Oui. Alors, ils peuvent se les Peut-être même plus procurer au où? Maroc qu'ailleurs. Ils se les Comment? procurent où? Ce sont des librairies spéciales ou c'est sur le net? Je sais que la Fnac Maroc à Casablanca vend mes livres. Je sais que la grande librairie en face du Parlement à Rabat, Mhm. qui vend aussi mes livres, mes deux tomes, et aussi via Internet. Voilà. Très Via bien. Internet, les gens peuvent les commander et les recevoir. Tu t'es fait traduire en coréen, je crois, c'est ça? Oui, 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 effectivement, la mystique de la laïcité a été traduit en coréen. Je ne sais pas s'ils l'ont édité en physique, mais je sais que la traduction a été faite. Oui. Je sais plus si... Oui, je crois que ça a été publié, oui. Ça fait un moment déjà. Il n'y avait pas des publications aussi dans l'Est européen? Oui, alors la mystique de la laïcité a été traduite en roumain par notre ami Yuri Rochka. Et donc, la mystique de la laïcité est vendue en Roumanie et en Moldavie. Yuri Rochka, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un militant politique, intellectuel, écrivain et ancien vice-premier ministre de Moldavie, ancien président du Parlement moldave. Sinon, mes articles sont aussi traduits en plusieurs langues, en espagnol, en italien, par la revue Eurasia de Claudio Muti, qui a publié plusieurs de mes articles en italien, en turc, en brésilien, en anglais, donc en un certain nombre de langues. Oui. Tu es un mondialiste quelque part. Disons un auteur international, voilà, à un modeste niveau quand même. Alors, le propos de la chaîne, comme tu le sais, ce sont les livres, bon, livres anciens, livres émancipateurs, et je demande toujours à mes invités quels sont les trois livres qui ont pu les influencer ou qui sont leurs livres de chevet. Je pourrais conseiller à nos auditeurs trois livres, ça peut être n'importe, philosophie, littérature, histoire, c'est une question vraiment personnelle, ça t'appartient. Alors, il y en a beaucoup, donc je vais essayer d'en choisir trois. Même plus, hein, Euh, si tu sens. d'accord. Alors, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, qui est un auteur du Moyen Âge, Ibn Rushd, Mhm, Averroès. Je recommande son ouvrage Le discours décisif. mhm. C'est vraiment quelqu'un qui m'a influencé parce qu'il a plusieurs casquettes, philosophe, mathématicien, Médecine. théologien, commentateur, astronome, médecin. Et c'est quelqu'un dont la démarche m'a beaucoup inspiré parce que il disait que
la philosophie, la pensée, la recherche de la vérité ne s'oppose pas à la révélation, puisque la révélation est la vérité. La recherche de la vérité intellectuelle au plan philosophique ne peut pas s'opposer à elle. Donc une double démarche qui m'a beaucoup inspiré intellectuellement. Donc Ibn Rushd, Averroès. Qui d'autre? Alors, quand j'étais beaucoup plus jeune, à la fin de l'adolescence, il y avait un livre qui m'avait marqué, c'était au niveau politique, Le Prince de Machiavel. À l'époque, ça m'avait, c'était un ouvrage qui m'avait frappé, je me souviens, je devais avoir, je crois, 19 ans. Ouais, Le Prince de Machiavel, je le recommande. Sinon, il y a eu la même période, oui, le Sophiste de Platon. D'accord. Je recommande fortement de lire le Sophiste de Platon qui vous permet de distinguer la vraie philosophie de la fausse philosophie, la vraie pensée de la fausse pensée. C'est vraiment un outil, c'est court, hein, c'est assez court, peut-être 200 pages, je ne sais plus, ça fait longtemps, mais très utile. Donc voilà, ouais, 3 ouvrages qui m'ont influencé. Ouais. Je voulais te parler rapidement, je ne sais pas si je te prends de cours. Je suppose que tu le connais, il me semble que c'était dans ses références, la cité d'Isis. Est-ce que ça te dit quelque Non, chose? c'est pas dans mes références. Non. La Non, vraie non. histoire des arbres. C'est pour tout. C'est de qui? Pierre Rossi. Pierre Rossi, il était ambassadeur en Irak à l'époque. Donc, il retrace un petit peu on va dire l'histoire des Arabes avant le peuple hébraïque. Il parle justement, comme tu en parlais, de la création du peuple hébraïque, ce qu'il était. C'est pour ça que je t'en parle, parce que ça rejoint un peu tes travaux. C'est un écrit, je crois, qui date c'est une édition originale, hein, il est d'époque, plus du tout vendu. Je crois que c'est les années 60, 70, 75. Voilà, 1975. Donc, pour tous ceux qui Quelle est sa thèse? La thèse principale du livre? c'est sur comment dire, l'histoire vraie des Arabes. C'est d'où ils viennent réellement, depuis quand ça la remonte. Et bon, il va parler du Yémen, toutes ces régions des régions du Cham. Il va parler des peuples hébraïques aussi, comment ils se sont constitués. Si je me rappelle bien, je l'ai lu il y a beaucoup d'années. Je crois qu'il part du postulat que le peuple hébraïque découle des pays arabes. Enfin, pas des pays arabes, mais des Arabes eux-mêmes. Donc, c'est vraiment un lire. C'était un livre qui m'avait été justement conseillé par quelqu'un qui écrit justement sur le sujet, qui est un ami algérien, qui c'était aux nouvelles éditions latines. Je les mettrai dans les descriptions avec toutes tes références et les liens vers tes ouvrages. D'accord, merci. Non, mais c'est avec plaisir. Tu as un travail qui est solide. Je te suis vraiment depuis le début, donc c'est. Merci. Chaque fois tes bouquins, c'est sérieux. Il n'y a pas d'affabulation, comme tu dis, c'est un travail empirique. Donc c'est ça qui est important, c'est de constituer justement ces écrits avec des références, des ouvrages. C'est un peu, comme je dis, Pierre Hillard ou même Anthony Sutton, que tu dois connaître aussi. Oui, je connais. Vous travaillez comme ça. Et c'est ce qui donne force à votre travail, même celui-ci. Donc ça, c'est le nouveau. Voilà. L'autre Zemmour aux éditions Contre-Culture, vous pouvez le commander directement sur le site de contreculture.com. C'est ça. Ou vous le trouvez à la librairie Vincent aussi, anciennement à la librairie Vincent. Tu fais une dédicace d'ailleurs. Le problème, c'est que la vidéo sera lancée après que tu aies fait ta dédicace. Donc, la dédicace a lieu le 13 février. Voilà, il y avait. Nous sommes avant, mais la vidéo paraîtra après. Voilà. Désolé, Youssef, c'est que j'en ai une qui était prévue déjà ce mercredi. Je t'en prie, il n'y a aucun souci. Voilà, Youssef, je te remercie infiniment. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir eu sur la chaîne. Merci à toi. C'est fait un plaisir aussi, plaisir partagé. Je te souhaite bon vent et à la prochaine. À bientôt. Merci, à bientôt. Bye.